Voilà, et maintenant je vous donne la parole pour rendre hommage à un collègue, un grand chirurgien vasculaire qui a disparu il n'y a pas très longtemps, et dont le fils est chirurgien vasculaire lui-même, Frédéric Mercier, et qui va nous parler de son papa, que moi j'ai connu en tant que patron des hôpitaux de Marseille, Claude Mercier, membre de l'Académie nationale de chirurgie, et un grand ami de mon propre patron de l'époque, qui était Jean Nathalie. Frédéric, merci. J'ai eu le plaisir d'avoir Frédéric comme interne, alors que j'étais chef de clinique. Voilà. Et donc, il a poursuivi magnifiquement sa carrière, comme son père l'espérait. C'est un plaisir partagé de travailler avec toi. Et je vous remercie pour cet hommage. Alors, je vais faire un bref rappel de sa carrière et puis de ses valeurs. Bon, voilà, je appuie sur le bouton. La flèche droite, ouais. Donc mon père c'était en fait il y a le 7 septembre, il y a peu de temps. Il avait déjà beaucoup travaillé depuis très jeune, puisque dès sa thèse de médecine en 1963, il s'était intéressé aux ischémies aiguës. Donc les ischémies, c'était un contexte d'urgence. Et déjà, en chirurgie vasculaire, le travail ne manquait pas. Mais le travail n'était pas aussi, on va dire, précis qu'aujourd'hui, puisque les éléments et les techniques n'étaient pas encore tout à fait au point. Donc, en 1963, il s'intéresse notamment au ballon de désobstruction qui est mis au point par Thomas Fogarty aux États-Unis. Et donc, c'était tout à fait nouveau, on en parlera après, mais c'était un ballon qui permet la désobstruction des caillots dans les artères avec un simple abord vasculaire. En 1965, il part passer à peu près 1 an aux États-Unis chez Debaquet pour se former à la chirurgie vasculaire et cardiovasculaire. C'est en 1968 qu'à Marseille, en fait, dans le service de Robert de Vernojoul, il s'intéresse de près à la chirurgie vasculaire. Donc il va quitter la chirurgie générale et viscérale pour s'orienter totalement sur la chirurgie vasculaire, dont il sera en France, vu son âge, un des premiers en fait, à identifier les techniques, les indications. Donc il a vu de près, par exemple, la greffe du cœur d'Emmanuel Vitrilla en 68, qui a vécu 18 ans avec un cœur greffé. Voilà. En 70, alors qu'il était maître de conférence, il s'intéresse à quelque chose d'un peu particulier. Il m'avait expliqué, en fait, il avait eu l'idée de prendre des cadavres, de les congeler et de faire des sections, une sorte de tomographie, on va dire un peu avant l'heure. Et c'est ce qu'on a pu avoir après que les scanners qui sont apparus, les scanners médicaux en 1975. Donc il a vu cette vision des choses, d'essayer d'explorer pas que par la dissection, mais aussi de faire des tranches des cadavres. Et ensuite, il a été chef de service assez longtemps en chirurgie vasculaire, d'abord en chirurgie ouverte, et puis il a confié à certains membres de son équipe la tâche de s'atteler à la chirurgie percutanée, donc la chirurgie vasculaire percutanée. Donc il a construit sa carrière et sa vie sur 3 principes qui étaient, au départ, c'était l'art manuel du chirurgien. Ce qui lui importait, c'était vraiment la qualité du geste et ses mains. Et il voulait, en fait, il le disait depuis très jeune, donc il voulait soigner avec ses mains. Ensuite, c'était l'innovation en chirurgie. Parce que ses mains, il avait compris que c'était bien, mais que les techniques évoluaient. Il a toujours été à l'écoute des nouvelles technologies, des nouvelles innovations, et il a essayé de les intégrer dans cette spécialité naissante. Donc c'était l'innovation en chirurgie. Et enfin, l'enseignement, la transmission du savoir, pour lui, était un point très important. Donc il a pu le mettre en pratique dans son service, par le compagnonnage au bloc opératoire, mais également avec le collège de pathologie vasculaire. Donc il a été un des fondateurs et le président, mais encore avec la présidence de l'université d'Aix-Marseille, où il a essayé de promouvoir l'enseignement par l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer dans les universités, les entreprises, pour essayer de les mettre au plus près des étudiants. Donc voilà un bref résumé de sa carrière. En 1979, il est nommé professeur des universités et titulaire de la chaire de chirurgie générale et vasculaire. Puis il devient donc chef de service de chirurgie vasculaire pendant de nombreuses années. Il est encore aussi de nombreuses années au Collège français de chirurgie vasculaire. Il a été président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Marseille et donc aussi président de l'université d'Aix-Marseille 2. Bon, là, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer quelques
un de ses travaux, donc notamment l'abord de la carotide interne à la base du crâne, qu'il a réalisé en équipe avec le professeur Pêche en ORL. Donc c'est une chirurgie un peu particulière où il faut aller fraiser la base du crâne, et puis on travaille sur une artère dont la paroi est très fine. C'est pas une artère athéromateuse et assez solide comme la carotide, c'est une artère le plus souvent dysplasique. Et ici, c'était un de ses dadas, on va dire, bon, c'était le syndrome de la traversée thoraco-brachale, où il a donc réalisé de nombreuses exérèses de première côte par une voie axillaire, qui est une des différentes voies d'abord possibles pour cette pathologie. Il a préféré cette voie-là pour des raisons esthétiques. Voilà, et donc à ses obsèques le 12 septembre, donc plusieurs personnes étaient là, et à chaque fois, les trois faits qui revenaient, c'était sa bienveillance. Il a toujours été bienveillant avec ses patients, ses équipes, bon, sa famille évidemment. C'était ses mains, parce qu'il parlait beaucoup de ses mains, et puis on voyait que c'était vraiment l'outil de son travail, et son sourire qui le ramenait à cette bienveillance. Je propose